On va mettre de côté les grandes théories, d'accord? Là, on parle d'un outil, un véritable manuel pour une époque, disons, critique. Et ça commence direct avec une phrase qui met tout de suite dans l'ambiance. Et ça, selon l'auteur, c'est ce que dira la fameuse horloge de l'Apocalypse en janvier 2026. L'image est forte, elle pose le décor d'un coup, fini de réfléchir, l'urgence est là, elle est totale. Ce manuel, c'est donc En cas d'effondrement de Maxime Maraval. Et le ton, il est sans détour, hein. C'est martial, c'est pragmatique. Ce n'est pas un bouquin de philosophie, c'est un plan d'action. Un vrai pensé pour une réaction immédiate. Alors, on entre dans le vif du sujet. Le postulat de base, il est simple et brutal. Le temps de la prépa lente et progressive, c'est fini, terminé. Ce qu'on a entre les mains, c'est un guide pour l'action, dans un monde où tout ce qu'on connaît, les chaînes d'approvisionnement, est au bord de la rupture. Et pour naviguer là-dedans, dans cette nouvelle réalité, le livre nous présente un profil bien précis, le veilleur. Alors attention, on oublie tout de suite l'image du survivaliste de canapé. Non, le veilleur, c'est un acteur. Quelqu'un qui décide de passer de la dépendance totale à une forme de souveraineté. Comment? Par la compétence et une discipline de fer. Bon, la stratégie du guide, elle est super logique. C'est un peu comme la pyramide des besoins, si on veut. On commence par la base, les fondations, 3 piliers, les plus vitaux, ceux de la survie biologique pure et dure. 72. Pourquoi ce chiffre? Eh bien parce que l'eau du robinet qu'on prend pour acquise est en fait un produit industriel hyper fragile. Le livre l'explique bien. Une rupture dans l'approvisionnement en chlore, par exemple, et hop, les autorités coupent tout. Sans prévenir. Et là, le compte à rebours commence, 72 heures avant que la déshydratation sévère ne devienne un vrai problème. Le deuxième pilier, tout aussi crucial, la nourriture. Notre agriculture moderne, elle dépend à fond du gaz naturel. Pourquoi? Pour les engrais. Sans ces engrais, le livre est très clair, les rendements s'effondrent. Et là, on ne parle plus d'inflation, on parle d'une rupture physique, de la production elle-même. Et face à une telle rupture, le guide avance un concept assez radical, la calorie de guerre. En gros, on oublie le plaisir de la table, la gastronomie. On passe en mode densité énergétique. 3500, c'est le nombre de calories dans 1 kilo de riz. C'est la brique de base, l'unité de mesure d'un stock de survie. Et enfin, le troisième pilier, la santé. Le système pharmaceutique est décrit comme étant au bord de l'asphyxie. Pensez-y, 80% des principes actifs de nos médicaments sont importés. Dans un monde où ça s'arrête, une bête coupure peut virer à la septicémie. Un abcès dentaire, ça peut devenir mortel. L'hygiène, la prévention, ça redevient des armes de survie, littéralement. Ok, une fois qu'on a sécurisé ses besoins de base, eau, nourriture, santé, le guide passe à la vitesse supérieure, on change de braquet. Là, on va parler des outils, de l'état d'esprit nécessaire pour une résilience sur le long terme. Le but n'est plus juste de survivre au jour le jour, mais bien d'agir. Et c'est là qu'intervient une idée que je trouve vraiment puissante, la revanche des mains. C'est une super formule. Imaginez un monde sans Amazon, sans pièces détachées. Eh bien, dans ce monde-là, la compétence manuelle, les outils simples et réparables, ça vaut de l'or. Ça surpasse n'importe quel gadget high-tech. En fait, celui qui sait faire reprend complètement le pouvoir sur celui qui ne savait qu'acheter. Logiquement, le guide anticipe aussi un effondrement monétaire complet, et donc un retour au troc, un retour brutal. La valeur ne sera plus du tout abstraite, comme sur un compte en banque, non, la valeur c'est l'utilité, immédiate. Les compétences, les biens de première nécessité, voilà la nouvelle monnaie, la seule qui comptera vraiment. Maintenant, un gros morceau, la sécurité. Et là, l'approche du livre est fascinante. Elle est complètement contre-intuitive. On oublie les grandes fortifications bien visibles. On privilégie l'invisibilité, la dissuasion psychologique. Le but, ce n'est pas de montrer qu'on est une forteresse. Le but, c'est de ne même pas apparaître sur le radar comme une cible potentielle. Le livre met vraiment en opposition deux approches. D'un côté, on a la cible classique, du barbelé, des alarmes, bref, tout ce qui crie « et regardez, j'ai des trucs de valeur à protéger ». Et de l'autre, il y a la forteresse invisible du veilleur. Lui, il gère ce qu'on appelle ses signatures, la lumière, l'odeur, le son, pour avoir l'air vide ou même déjà pillé. Le but, c'est simple, faire en sorte que l'effort pour s'attaquer à lui semble bien plus grand que ce qu'on pourrait y gagner. Oui, mais comment on construit un stock, une forteresse, sans que tout le monde le sache? La réponse du livre, c'est la logistique fantôme. C'est une méthode ultra tactique pour accumuler des ressources sans jamais mettre la puce à l'oreille des voisins ou des autorités. C'est une sorte de camouflage social. On dilue les achats, on varie les magasins, on paye en liquide. Bref, on devient un fantôme. On arrive vers la fin du guide. Et ce n'est pas juste une conclusion, c'est une mise en demeure. Un véritable défi qui est lancé. Maintenant, il va falloir choisir son rôle.
Et ce choix, il est présenté de manière très claire, presque brutale. D'un côté, on peut être le spectateur, celui qui est paralysé par ce qu'on appelle le biais de normalité, qui attend, qui espère que tout redevienne comme avant. Et de l'autre, il y a l'acteur, le fameux veilleur. Lui, il accepte la nouvelle réalité. Il agit avec méthode, avec discipline, et il devient un pôle de stabilité pour les siens. Et finalement, le message le plus important du livre, c'est peut-être celui-ci. Toute cette préparation, ce n'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est une responsabilité. Il s'agit de devenir un point d'ancrage, un pilier solide. Pas pour se couper du monde, non, mais pour être en mesure de tenir, de protéger, de transmettre. Et peut-être d'aider à reconstruire. Le livre se termine en nous laissant avec sa propre question, une question assez provocatrice qui nous force à réfléchir, à mettre dans la balance le coût de l'action et le risque, bien plus grand peut-être, de l'inaction.